Alors, maintenant, le moment attendu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission, Les actualités de l'autorité en bref. Notre dernier segment de la journée dans lequel nous ferons un survol rapide des principaux dossiers et projets pour lesquels nos équipes s'activent. Pour ce faire, m'accompagnent sur ce plateau 4 de mes collègues. Jean-François Fortin, directeur général, contrôle des marchés. Éric Jacob, surintendant de l'assistance des clientèles et de l'encadrement de la distribution. Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs. Et Patrick Derry, surintendant de l'encadrement de la solvabilité. Lise Estelle et ses panélistes viennent de nous parler des risques liés aux technologies pour les consommateurs. Aussi, le marché des cryptoactifs est au nombre de ces innovations très récentes et risquées. Jean-François, peux-tu nous parler de ce que l'autorité fait face aux risques reliés aux cryptos? Oui, je vais en parler un peu, Kim, avec plaisir. Merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir. Puis j'avoue que les propos que je viens d'entendre vont peut-être un peu changer un petit peu ma perspective sur l'utilisation par les jeunes des cryptoactifs. Et Louis l'a mentionné aussi ce matin, un des enjeux, je pense, qui fait que les cryptoactifs peuvent donner place à certaines activités illégales, c'est le fait que c'est très accessible, c'est très facile d'y avoir accès via les médias sociaux et l'Internet, ce qui crée justement un environnement propice, dans certaines circonstances, à des activités illégales pouvant aller jusqu'à la fraude. Dans ce contexte-là, évidemment, on est actif, on a développé des approches à la fois préventives et répressives pour protéger les consommateurs québécois. Dans le volet mise en application de la loi, d'abord, on effectue des activités de surveillance et de détection. Puis lorsqu'on détecte des activités illégales, notre priorité, c'est d'intervenir pour faire cesser les activités et, évidemment, dans certaines circonstances, de pousser encore plus loin nos enquêtes, par exemple, et de prendre des procédures pour réprimer et sanctionner les infractions. Notre stratégie, dans ce contexte-là, c'est de cibler d'abord en priorité les entités qui offrent de tels produits dont le siège social est au Québec ou dont les activités viennent du Québec. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça nous permet d'intervenir de façon plus efficace pour soit faire cesser ou justement, ultimement, sanctionner ces activités-là et avoir un véritable impact pour protéger les investisseurs québécois. Par ailleurs, avec nos collègues des autres provinces, donc nos collègues canadiens, on va porter une attention aussi particulière à la sollicitation et aux plateformes étrangères qui sollicitent des Québécois et des Canadiens. Et lorsque on est en situation où on peut le faire, on va intervenir pour faire cesser les activités. Et c'est là, Kim, où je m'en venais avec mon volet sensibilisation, qui était la deuxième partie de notre propos. Au-delà de nos interventions, on fait des efforts de sensibilisation. Parce qu'évidemment, il y a des risques de fraude, mais il y a d'énormes risques liés à la volatilité des placements. On n'a qu'à penser la semaine dernière au dossier FTX et à la fin de l'été, début de l'automne, à la chute soudaine de la valeur des différentes crypto-monnaies, donc dans plusieurs volets des crypto-monnaies. On fait des campagnes de sensibilisation, on émet des alertes. Hier encore, on a émis une mise en garde au niveau pan-canadien et on a fait aussi des campagnes ciblées. Et c'est là une partie de mon propos d'aujourd'hui, c'est qu'on a émis une campagne ciblée auprès des jeunes sur TikTok et sur YouTube. Mais là, je suis un peu ébranlé en entendant Dominique et Maya, où elles nous partageaient. Puis là, je déborde un peu de mon propos, Kim, tu me pardonneras. Mais dans une course d'Uber, où on voit que plus de 50 des jeunes qui ont des cryptos, qui ne voient pas les risques, et 13 s'endettent avant d'investir. Et quand on voit justement ce qui est arrivé dans Quadriga et dans FTX, je vois que la sensibilisation, puis il nous dit que ce qu'on fait, on doit le travailler un peu, mais le volet littératie financière, nos équipes, Nathalie, t'es pas loin, je pense qu'on a encore du travail. J'invite le privé à travailler avec nous là-dedans, mais ça a été pour moi, en tout cas, une certaine prise de conscience qu'on fait déjà du bon travail, mais il y a encore du travail à faire. Bon. Est-ce qu'il y a des registres que les consommateurs peuvent consulter pour se protéger? Oui, je passais rapidement donc, sur le volet des mises en garde. Donc, on émet ces types de mises en garde. Il y a aussi un grand nombre de sites Internet et de plateformes qu'on identifie, desquels on soupçonne ou on a la preuve qu'ils mettent de l'avant des activités illégales. Donc, on regroupe l'ensemble de ces informations-là sur un registre qu'on retrouve sur notre site Internet, qu'on met à jour quotidiennement, mais en date d'aujourd'hui, il contient plus de 400 entités. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Et l'autre élément qui est important que vous pouvez consulter sur notre site Internet, c'est qu'il y a une page qui est dédiée sur les risques de fraude liés de façon spécifique aux crypto-monnaies. Merci, Jean-François.
Du côté de l'assistance des clientèles et de l'encadrement de la distribution maintenant, Éric, je sais que la question des cryptoactifs vous mobilise beaucoup dans votre secteur. Peux-tu nous parler un peu de tes travaux, de vos travaux? Absolument. Premièrement, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi également d'être ici. Je pense qu'on en a parlé la majeure partie de la journée. On note un intérêt élevé des investisseurs de détail et institutionnels à l'égard des cryptoactifs, principalement en raison des bonnes performances historiques et de la grande visibilité du secteur, bien entendu. Comme on l'a vu également, plusieurs plateformes de négociation de cryptoactifs sont en compétition pour obtenir des parts du marché. On en a parlé dernièrement. Et leur inscription auprès des ACVM, dont l'autorité est membre, bien entendu, est importante pour la pérennité de leurs opérations ainsi que pour la réputation de leur firme. Est-ce qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont manifesté leur intention de s'inscrire? Oui, il y a beaucoup de plateformes. Les ACVM traitent un volume important de demandes d'inscription de plateformes à titre de courtier à exercice restreint. Ces firmes pourront ensuite devenir membres de l'OCR-CVM et éventuellement du nouvel OAR qui est en voie de création. Les diverses juridictions des ACVM et de l'OCR-CVM collaborent au sein d'un groupe de travail de plateforme de négociation de cryptoactifs. Tout ça afin d'avoir une approche harmonisée dans le traitement des dossiers. On effectue ici l'analyse des modèles d'affaires des différentes plateformes. Les plateformes qui complètent le processus d'inscription sont ajustées progressivement à la liste des plateformes inscrites auprès de l'autorité et elles sont affichées sur notre site Web. On met donc en place des mesures de contrôle pour mitiger les risques tout en encourageant l'innovation dans le domaine des FinTech. J'en profite cependant pour rappeler l'importance, puis c'est vrai d'autant plus, de transiger avec des personnes, des entités, des plateformes qui sont dûment autorisées et qui sont inscrites auprès de l'autorité. Et ça, lorsque vous consommez des produits et services financiers, bien entendu, en incluant les plateformes de cryptoactifs. Merci, Éric. On en a parlé à quelques reprises aujourd'hui. Les consommateurs sont très sollicités, sont très exposés et souvent tentés par les nombreuses offres. D'où l'importance d'accroître le niveau de littératie financière des consommateurs, on en convient tous. Ce volet occupe d'ailleurs une part importante des travaux dans ta surintendance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Certainement. Certainement. L'autorité a toujours déployé des efforts importants pour accroître le niveau de littératie financière des consommateurs. C'est un élément clé de notre mission à l'autorité. Et comme on en a parlé, Maya Kacheko en a parlé tout à l'heure, l'autorité a récemment parrainé un projet réalisé par le consortium Accès et droit à la justice qui a mené un rapport de littératie financière, on en a parlé tout à l'heure, appliqué. Et donc, ce rapport-là va être rendu public aujourd'hui pour votre consultation sur notre site Internet, qui démontre évidemment que le moment le plus propice pour capter l'attention d'un consommateur est lorsqu'il s'apprête à acheter un produit ou service. On en a parlé tout à l'heure. Et moi non plus, je n'aimerais pas laisser la littératie financière dans les seules mains de Tom Brady ou de compagnie qui va nous éduquer sur nos finances. Donc, évidemment, cet aspect a orienté en partie nos interventions. Puis à cette dimension, comme on l'a mentionné, comme l'a mentionné Louis ce matin et les panélistes à travers la journée, il faut désormais ajouter la littératie numérique, compte tenu de l'offre sans cesse croissante que l'on observe dans l'espace numérique et encore de manière plus marquée là, depuis le début de la pandémie. Tout à fait. Quels sont vos principaux leviers pour améliorer cette littératie? Les défis sont nombreux. Et il est clair, on en a parlé encore aujourd'hui, que la collaboration avec nos partenaires en éducation financière est essentielle. Pas seulement le régulateur, mais le privé et tous les partenaires et les parties prenantes autour pour orchestrer des efforts de sensibilisation des consommateurs. Il faut continuer et poursuivre en ce sens. Aussi, nous misons sur les recherches, notamment de la communauté académique, afin de nous guider vers les meilleures avenues en fonction des comportements financiers des consommateurs. Kim, j'en profite pour mentionner que les gens qui sont issus de ce milieu sont d'ailleurs invités à surveiller notre appel de projet qui sera publié au cours des prochaines semaines sur notre site. Bien, merci, Éric, puis merci de le souligner, effectivement important. Maintenant, je reviens vers toi, Jean-François. L'Autorité a un programme qui permet à des lanceurs d'alerte de dénoncer des agissements ou des situations qui pourraient faire des victimes parmi les consommateurs québécois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, avec plaisir, Kim. D'abord, je tiens à rappeler, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a lancé notre programme de dénonciation qui permet
de recueillir des informations importantes obtenues de la part de lanceurs d'alerte. Puis la raison pour laquelle on voulait vous en parler aujourd'hui, c'est que l'un des facteurs clés de succès d'un programme de dénonciation, c'est qu'il soit connu du grand public, mais qu'il soit aussi connu de l'industrie. Parce qu'une des choses qu'on a remarquées justement au cours des 5 dernières années, c'est que la majorité des lanceurs d'alerte et des dénonciations qu'on reçoit proviennent justement de personnes de l'industrie qui sont en mesure de constater des activités illégales. Une des grandes valeurs ajoutées de tout programme de dénonciation, c'est qu'un tel programme nous permet d'obtenir et que soient portées à notre attention des situations qu'on n'aurait pas pu détecter et constater autrement. Mais quelles sont les protections qui sont offertes aux lanceurs d'alerte? Bien, il y en a plusieurs. La première et la plus importante que je veux souligner, c'est celle de la confidentialité. On sait que ça prend beaucoup de courage pour dénoncer et on veut être en mesure de protéger ceux et celles qui portent à notre attention de telles situations. Et c'est pourquoi on prend tous les moyens nécessaires pour être capable de préserver l'anonymat des lanceurs d'alerte tout au long du processus. En plus de la confidentialité, il y a d'autres protections qui sont offertes par la loi sur l'encadrement du secteur financier, dont une qui est une protection de mesures anti-représailles, donc une protection contre des représailles qui pourraient être exercées envers un dénonciateur. Et aussi, il y a une immunité qui bénéficie aux dénonciateurs. Maintenant, je vous rappelle justement que via notre site Web, toute personne peut faire une dénonciation via un formulaire qui est tout à fait sécuritaire. Et je veux terminer mon propos là-dessus pour mentionner que le programme de dénonciation a été un ajout important des mesures qu'on s'est données dans les dernières années et on juge que c'est un élément, un outil qui a une grande valeur ajoutée et qui nous permet d'être encore plus efficace dans la protection des consommateurs. Merci, Jean-François. Sur un autre sujet, Éric. Parlons maintenant du regroupement de l'Association canadienne des courtiers en fonds mutuels, l'ACFM, avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l'OCR-CVM. Quelles sont les prochaines étapes en vue de la création de ce nouvel organisme d'autoréglementation, ou OAR? On aime les acronymes. Alors, vas-y, Éric. Kim, de concert avec les ACVM, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, l'Autorité reconnaîtra le nouvel OAR dans les prochains jours et un avis d'approbation détaillé sera ensuite publié. L'avis va comprendre la décision de reconnaissance du nouvel OAR, le protocole d'entente sur sa surveillance, ainsi que le manuel des règles intérimaires applicables aux courtiers lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Par ailleurs, l'Autorité acceptera aussi à ce moment le Fonds canadien de protection des investisseurs, qui est l'entité qui regroupera les fonds de garantie actuels de l'OCR-CVM et de l'ACFM. Au Québec, les sociétés inscrites à titre de courtier en épargne collective vont profiter d'une période de transition. Toutes les modifications apportées au cadre réglementaire feront l'objet très prochainement d'une modification au règlement 3103. À cet effet, un plan de transition sera publié au même moment, suivant la consultation menée au printemps dernier. Merci. Un autre projet très attendu concerne l'utilisation de nos registres en ligne par les consommateurs, mais aussi par les intervenants de l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Éric, s'il te plaît? Avec plaisir, Kim. Actuellement, l'Autorité compte 8 registres sur son site Web et notre projet consiste à tous les intégrer pour n'en former qu'un seul. Ainsi, le consommateur pourra vérifier si son représentant ou sa firme est dûment autorisé à exercer dans le secteur financier au Québec. Le registre affichera également les représentants qui ont déjà eu un droit de pratique. Aussi, parmi les nouveautés, figure l'affichage de l'historique de pratique d'un représentant. L'information était déjà disponible pour le public, mais elle pourra maintenant être conciliée avec d'autres informations et permettre une vue d'ensemble plus complète. Les résultats d'une recherche seront beaucoup plus faciles à consulter. Autre élément intéressant, on pourra également trouver dans la fiche d'une firme la liste de tous les représentants qui y sont rattachés. On a déjà présenté le prototype du nouveau registre à différentes associations et groupes, dont les membres font partie de ces registres, et les réactions sont très positives, à la fois du côté des consommateurs que de l'industrie. Bien, merci, Éric. C'est pour quand la mise en ligne? On poursuit nos travaux et les gens qui nous écoutent seront informés dans le lancement officiel dans les prochains mois. C'est une très belle amélioration de nos systèmes et j'ai très hâte de vous en reparler. Parfait. Merci. Hugo,
Je comprends que tu as une annonce à nous faire concernant un sujet qui fait rarement l'unanimité et qui soulève des perspectives divergentes, voire polarisées. En effet, Kim, divergente, polarisée, j'ai rien à vous annoncer concernant le Canadien de Montréal. Je voulais juste tester si les régulateurs pouvaient être encore un peu drôles. Je vais vous parler de vente à découvert. On m'a confié de définir vente à découvert, donc c'est de vendre un titre sans le posséder ou une position courte. Bref, si ça vous éclaire, j'ai fait mon travail. Mais ce qui est certain qui va vous éclairer, c'est notre prochaine consultation sur le sujet, qui est une deuxième consultation. La première qu'on a faite, vous vous souviendrez peut-être, on a mis en lumière les pratiques des vendeurs à découvert activistes. Cette consultation-ci, elle couvre plus large. Elle vise à remettre en question, à avoir une discussion sur l'encadrement des ventes à découvert au sens large, le rôle et les règles de l'OCRCVM, mais aussi faire le point sur les initiatives à l'international. Cette consultation-là mettra en lumière, c'est une publication conjointe avec l'OCRCVM qui a fait une étude poussée des transactions sur les marchés avec des constats. Donc, on commencera une consultation appuyée par la donnée à venir d'ici la fin de l'année, Kim. Parfait, super. Un autre projet important est en cours de réalisation par les ACVM du côté des marchés de valeurs. Hugo, est-ce que tu peux nous parler de CEDAR Plus et nous dire comment avance le projet? Et dans l'industrie, on sait que ce projet suscite d'ailleurs de grandes attentes. Je ne vais pas définir l'acronyme CEDAR Plus puis m'enfarger moi-même, mais ce qui est certain, CEDAR Plus, on fait référence au système de dépôt de documents que les participants des marchés des capitaux utilisent pour se conformer à leurs obligations d'information, et aussi que le grand public, l'ensemble de la communauté juridique utilise pour avoir accès à l'information. CEDAR Plus, c'est le système sur lequel on travaille depuis maintenant des années, qui regroupera à terme CEDAR, CEDI et la BDNI. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que CEDAR Plus sera plus convivial que les trois systèmes que je viens de nommer. Et il sera déployé en 3 phases. La première phase, Marie-Claude, je te regarde, la première phase à l'été 2023, première phase qui inclut, dans le fond, l'intégration, le déploiement de ce qu'on appelait CEDAR au sein de CEDAR Plus. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations, site web des ACVM, on peut aussi s'inscrire à un bulletin qui sera poussé directement dans vos boîtes courriel. Merci, Hugo. Sur un autre sujet, on a parlé l'an dernier d'une consultation sur les véhicules automatisés et connectés, les VAC, qui est maintenant terminée. Patrick, pourrais-tu nous lever le voile sur cette consultation et nous dire quels sont les prochains jalons à surveiller? Oui, bien, merci, Kim. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une consultation qu'on a trouvée très intéressante en termes de résultats. Ça nous a permis d'obtenir des perspectives très intéressantes. Les questions, par exemple, des notions de propriétaire et de conducteur qui sont utilisées dans les polices d'assurance au Québec, puis dans un monde où c'est un ordinateur qui prend des décisions, parfois en lien avec la conduite du véhicule. On se comprendra, Kim, qu'il y aura lieu de revoir certains éléments des polices d'assurance au Québec. L'autre enjeu qui est ressorti beaucoup, c'est les données qui sont utilisées ou qui sont récoltées par les véhicules connectés. Tu es inquiet pour le jeune avec son application dans son Uber, mais le véhicule dans lequel il est assis, si c'est un véhicule connecté, il y a beaucoup d'informations aussi qui s'en vont via l'Internet dans différents serveurs. Donc, c'est qui est propriétaire de ces données-là? Comment elles sont utilisées? À quelle fin? Est-ce que la protection qu'on a mise à jour récemment au Québec sur ces données-là, elle est pertinente, elle est au bon niveau? C'est des questions fondamentales qui ont été mentionnées dans la consultation. Enfin, il est aussi estimé par les joueurs du marché que les nouveaux joueurs qui viennent, les constructeurs automobiles, mais aussi les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, etc., devraient être soumis aux mêmes exigences que les assureurs. On parle ici d'équité concurrentielle, level playing field. Donc, c'est des enjeux fondamentaux. Puis pour donner suite à cette consultation-là, puis poursuivre le dialogue, on veut créer un comité consultatif qui va être dédié à ces questions-là. Et l'appel de candidature va être lancé en janvier. Super. Il y a dans ta surintendance un autre projet important qui concerne la résilience opérationnelle.
qui est susceptible d'intéresser les institutions financières qu'on encadre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, Patrick? Bien sûr, qui dit encadrement prudentiel dit résilience. On s'intéresse à la résilience. La résilience opérationnelle dans un contexte inédit, je pense que ça a été dit par à peu près tout le monde aujourd'hui, nos enjeux d'environnement économique assez inédits, la transformation numérique, les changements climatiques, pénurie de main-d'œuvre, le recours accru à toutes sortes de tierces parties dans l'écosystème financier. Donc, pour faire face à ces défis-là, pour jouer notre rôle comme régulateur de catalyseur ou de promotion des meilleures pratiques possibles, de manière à rehausser la résilience opérationnelle. C'est un dialogue qu'on veut poursuivre de façon plus intense l'an prochain avec l'industrie. On veut commencer par on est en train d'organiser présentement un webinaire qui aurait lieu en début de 2023 avec quelques hauts dirigeants d'institutions financières qui vont venir partager pratico-pratique des choses qu'ils déploient dans leurs organisations en lien avec tout ça. Ce sera aussi pour nous donc une occasion de poursuivre le dialogue puis d'apprécier au terme de ce dialogue-là est-ce qu'il y a des éléments dans l'encadrement qui devraient être mis à niveau ou comment orienter en conséquence aussi nos travaux de surveillance. La résilience, c'est un thème important pour le secteur financier, mais c'est important aussi pour l'autorité comme régulateur. Puis ça, c'est un autre changement important qui s'en vient. Dans ma ligne d'affaires, mon équipe de gestion et moi, depuis à peu près un an et demi, on a mené une grande réflexion sur notre structure organisationnelle. Puis j'entendais le commentaire tantôt. Moi, je vous assure que j'ai une équipe très diversifiée. Mon comité de gestion, c'était pas un groupe qui pense pareil, puis on a eu des échanges assez corsés. Mais on est atterri, je pense, avec une idée meilleure et différente de celle de chacune des personnes qui composaient le groupe. Puis ça nous a permis donc de revoir notre structure puis de mettre la résilience au cœur, dans le fond, de notre capacité, des ressources que nous avons. Donc, je vous annonce que la surintendance de l'encadrement de la solvabilité deviendra, à compter du 5 décembre prochain, la surintendance des institutions financières. Donc, ceux qui se rappellent, avant l'autorité, on avait un inspecteur général des institutions financières au Québec. On revient un peu à cette terminologie-là, qui est un peu plus englobante que la solvabilité. Ce qu'on veut faire essentiellement, la grande idée ici, c'est que nos équipes de spécialistes, dorénavant, on veut les regrouper par famille d'expertise, famille de risques, plutôt que d'être divisés par type d'institutions financières. On veut aussi mettre un accent particulier sur les risques émergents et sur l'analytique avancée des données. L'organigramme, le nouvel organigramme et d'autres informations sur cette réorganisation-là sont maintenant disponibles sur la page actualité de notre site Web. Eh bien, bravo pour ça, Patrick. Bien, merci beaucoup. Merci à tous nos participants, Éric, Hugo, Jean-François. Ces actualités, en bref, nous donnent un bel aperçu des dossiers et projets qui tiennent nos équipes bien occupées. On en a bien sûr plusieurs autres en préparation, vous le devinerez, alors soyez certains de nous suivre. Avant de conclure, je vous rappelle que vous êtes invités dans quelques minutes à l'extérieur de la salle à un cocktail. Ce sera surtout l'occasion de renouer et d'échanger ensemble. Aussi, un sondage vous sera envoyé par courriel. N'oubliez pas de le compléter, vos commentaires sont très importants pour nous. Et comme déjà mentionné, vous pouvez signer la feuille de présence afin de recevoir une attestation de présence par courriel sous peu. Pour clore cet après-midi ensemble, j'inviterai le président du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers, M. Robert Panet-Raymond, à venir vous dire le mot de la fin. Merci, Kim. Alors, à titre de président du Conseil, je suis ravi d'avoir l'occasion de vous saluer tous en personne, mais surtout de vous remercier de votre présence et de votre attention. C'est la récompense pour toute l'équipe qui a travaillé à préparer cette belle activité, la 17e fois. Kim vient aussi de mettre un peu de pression en rappelant ce cocktail. Je constate donc avec effroi que je suis le dernier obstacle qui nous sépare du cocktail tout à l'heure. Donc, je vais tenter d'être bref, mais je veux vous entretenir d'un sujet auquel on ne pense pas tellement quand on pense à l'Autorité des marchés financiers. Mais vous travaillez pas mal tous dans des organisations dans lesquelles vous avez un conseil d'administration. L'Autorité des marchés financiers en a un également. Et ce conseil, depuis un an, il s'est transformé. Parce qu'il y a un petit peu plus qu'un an, il y a une loi qui a été passée à Québec
qui a transformé ce qui s'appelait avant le Conseil consultatif de régie administrative. Je ne sais pas qui a inventé un terme de fou comme ça, mais enfin, on aurait dû le faire en anglais, ça aurait été plus simple, en véritable conseil d'administration. Alors, c'est une modification à notre statut qui nous octroie désormais un rôle décisionnel, qui nous donne des pouvoirs accrus et qui permet de renforcer l'interaction qu'on avait déjà avec la direction de l'autorité. Je tiens donc à remercier le ministre des Finances, même s'il n'est plus ici, qui a participé à toutes nos discussions avec beaucoup d'ouverture puis qui a répondu favorablement aux demandes que nous faisions. D'ailleurs, vous l'avez entendu tantôt, c'est un ministre qui est très proactif en matière de législation et c'est tant mieux pour nous tous dans l'industrie. Alors, notre conseil peut maintenant compter sur 10 membres indépendants, plus, évidemment, Louis, le président-directeur général. Je salue la présence parmi nous cet après-midi d'un certain nombre de mes collègues, ce qui témoigne d'ailleurs de leur grand engagement envers cette fonction. Donc, nous sommes maintenant 10 indépendants. Nous étions 7. Et ça veut dire que notre conseil s'est enrichi de 3 nouveaux membres. Mesdames Madeleine Féquière et Ajar Jéromy et M. Miville Tremblay. Merci de vous être joints à nous. Puis malheureusement, dans le cas de Madeleine Féquière, il faut croire qu'on n'est pas les seuls à avoir trouvé des qualités, parce qu'elle vient tout juste d'être désignée par le gouvernement du Canada comme consul général du Canada à Chicago. Elle va prendre ses nouvelles fonctions en janvier, donc il va falloir la remplacer de nouveau. Ces nominations ont été faites à l'issue d'un processus de recrutement très professionnel, et bien sûr en tenant compte des profils de compétences et d'expérience qui ont été élaborés par notre nouveau comité de ressources humaines. Ça contribue à accroître la capacité du Conseil à s'acquitter de ses responsabilités, mais ça nous donne aussi, surtout, une diversité d'expertise et une complémentarité. Si vous voulez savoir plus de détails sur nos parcours professionnels, je vous invite à consulter le site Web de l'Autorité, où tout y est. Et sachez aussi que nous allons très bientôt avoir 2 postes à pourvoir, si ça vous intéresse. Communiquer avec nous. Mais je vous préviens tout de suite, puisque vous êtes dans l'industrie, le niveau ou la notion d'indépendance requise pour siéger au Conseil est malheureusement très exigeante et ça élimine un certain nombre de personnes. Il faut être indépendant complètement pour pouvoir siéger avec nous. Mais c'est un travail très intéressant. Et le Conseil exerce une vigie, entre autres, sur des sujets dont certains ont été abordés aujourd'hui, comme la gestion des risques environnementaux, les normes de divulgation et la réglementation des cryptoactifs. D'ailleurs, le Conseil a suivi cette année 2 sessions de formation en matière de cryptoactifs données par Lisa Stelbro, qui animait tout à l'heure le truc. Ça nous permet d'ailleurs de constater aussi que, dans notre opinion, l'autorité s'acquitte de sa mission de façon remarquable et surtout avec une agilité qui lui permet de réagir aux changements de l'environnement. Donc, je les remercie. Et en terminant aussi, je veux remercier donc mes collègues qui font preuve d'un très grand dévouement, et ce, quand même que je me permette de le dire, malgré le fait qu'ils ne sont toujours pas rémunérés, bien que 2 lois ont été passées, une en décembre dernier et une en juin, qui autorisent formellement la rémunération des membres de conseil d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux, dont la nôtre. Un jour, ça sera fait. Ça ne les empêche pas, rien ne les empêche d'ailleurs, de travailler et d'exercer leur rôle avec diligence, professionnalisme et rigueur. Merci de votre support. Merci également aux membres de la direction, on en a vu plusieurs cet après-midi, pour leur ouverture au fil de nos échanges. Et bien, merci à l'organisation de ce rendez-vous qui me semble tout à fait incontournable pour les participants du marché et les intervenants du secteur financier québécois. À tous et à toutes, merci de votre présence. Je vous réitère donc qu'il y a un cocktail qui va être, on le dit, à ma droite tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reverra l'an prochain pour la 18e édition. Merci et bonne soirée.